l'invité de la matinale. KTO Radio. Le débat sur la fin de vie en vigueur en ce moment en France nous a donné envie ce matin de s'intéresser à l'expérience dans d'autres pays, en l'occurrence au Canada, qui depuis 2016 a instauré une aide médicale à mourir. Comment est-elle mise en œuvre? Quel est l'impact de cette loi sur la société canadienne? Et est-ce que cela a transformé le rapport à la mort? Trudeau Lemens, bonjour. Bonjour, bon matin. Vous êtes notre invité ce matin. Je vous présente à nos auditeurs. Vous êtes professeur en droit et politique de la santé à l'Université de Toronto. On peut indiquer en guise d'introduction à nos auditeurs que vous êtes notamment préoccupé par les conséquences de l'aide médicale à mourir sur la société. Première question, pourquoi y a-t-il eu au Canada cette volonté d'évolution législative sur la fin de vie? La législation sur ce qu'on appelle ici l'aide médicale à mourir, mais ce qui est en fait surtout la pratique de l'euthanasie. L'euthanasie a été légalisée suite à une décision de la Cour suprême en 2015. Et c'est une décision qui a été préparée par des gens qui étaient très actifs pour essayer de légaliser l'aide médicale à mourir. Le législateur a été invité. Le Parlement a été invité par la Cour suprême de donner accès à une sorte de forme d'aide médicale à mourir pour des gens qui s'approchaient de leur mort. Alors, la Cour suprême n'a pas dit quoi faire, mais a simplement dit qu'une interdiction absolue de suicide assisté et d'intervention médicale pour finir la vie d'une personne était inconstitutionnelle et violait le droit à la liberté et la sécurité des personnes. Et le Parlement a pris 1 an, avec une extension un peu plus même, pour légiférer. On a eu une loi qui permettait de mettre fin à la vie d'une personne quand la mort était raisonnablement prévisible et que la personne souffrait intolérablement d'une maladie sérieuse qui ne pouvait pas être soulagé dans des circonstances, dans des conditions que la personne trouvait tolérables. Et cette loi, justement, a évolué depuis 2016 au Canada? Oui, très vite. Ce qu'on a vu, c'est que dans la préparation de la loi, il y avait déjà des parlementaires et des groupes d'action qui exigeaient que la loi soit beaucoup plus ouverte et permettait beaucoup plus de cas d'euthanasie. Aussi à l'extérieur du contexte de fin de vie. Et ils sont de nouveau allés en cours. 2 personnes spécifiques qui demandaient l'aide médicale à mourir dans la province de Québec. Il faut aussi dire, j'ai oublié de dire ça au début, que le Québec avait déjà légiféré en 2015 et avait adopté une loi qui permettait l'euthanasie et le suicide assisté. En fait, seulement l'euthanasie pour des personnes à fin de vie. Alors, après que la loi fédérale et la loi québécoise a été contestée comme étant trop restreint, un cours supérieur au Québec a décidé que la restriction de l'euthanasie dans le contexte de fin de vie était inconstitutionnelle parce que ça discriminerait contre des personnes qui ne sont pas fin de vie et qui souffrent quand même intolérablement. Alors on a vu très vite une réaction judiciaire puis une réaction parlementaire parce que le gouvernement a décidé d'accepter cette décision d'un cours supérieur sans aller en appel et a immédiatement élargi la loi en 2021 à l'extérieur du contexte de fin de vie. Et quelles ont été les conséquences? Qui sont les personnes qui peuvent prétendre à l'euthanasie au Canada? Ce qui est frappant, c'est que déjà avant que la loi soit élargie en 2021, on a eu une augmentation phénoménale des cas d'euthanasie chaque année au Canada. Alors on a dans une période de à peu près 6 ans, 7 ans, le Canada a dépassé le nombre de cas d'euthanasie en Belgique et aux Pays-Bas. On a maintenant le plus grand nombre
de cas d'euthanasie par année. On est à un niveau de 13 000, 14 000 personnes par année qui se font finir la vie par des médecins, évidemment sur leur demande, mais il y a des inquiétudes que ça arrive souvent dans un contexte où il y a un manque de soins adéquats, où les soins palliatifs n'ont pas été commencés à temps, ou dans certains cas où les soins palliatifs ne sont pas disponibles. Et comme je vous ai expliqué, même avant l'élargissement de la loi, on avait déjà une augmentation et une interprétation très large de qu'est-ce qui veut dire qu'une personne s'approche de sa mort naturelle, parce que ça, c'était la condition dans laquelle on pouvait donner l'aide médicale à mourir avant l'extension de la loi en 2021. Alors, on avait déjà des pratiques d'euthanasie de personnes qui avaient des années à vivre normalement encore. Et puis, avec l'élargissement de la loi, on a très vite vu des cas de personnes avec des années, même des décennies encore à vivre, mais qui souffrent d'une maladie chronique. On est maintenant à au moins 500 personnes qui sont soi-disant handicapés, qui ont reçu l'aide médicale à mourir et qui ne s'approchaient pas de leur mort. Et on s'attend que ça va augmenter encore plus. On le comprend, cette législation a modifié le rapport à la mort. Comment on peut le comprendre ? Oui, je dirais que c'est une combinaison de facteurs. On a commencé dans le contexte spécifique canadien avec le fait qu'il y a eu une décision de la Cour suprême qui mettait ça dans le contexte des droits constitutionnels. On a vu une rhétorique se développer, une rhétorique de on a le droit à l'aide médicale à mourir. Et deuxièmement, on a eu aussi vu un lobby puissant et une pratique de normalisation d'intervention médicale à mettre fin à la vie. Dans la province de Québec, on a maintenant 7% de personnes qui meurent avec une intervention médicale. Alors 7%, on voit comment les médecins c'est pas nécessairement un grand nombre de médecins, mais comment simplement le fait que c'est si facilement disponible, que c'est complètement payé par l'État, changer l'approche, à normaliser le fait que des médecins soient impliqués dans mettre fin à la vie de personnes. Et vous dites que cette loi sur l'aide médicale à mourir engendre des problèmes de justice sociale. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, parce que ce n'est pas nécessairement la majorité des cas, mais on a explicitement vu déjà une fois qu'on commence à dire que les souffrances individuelles donnent un droit à avoir un soulagement. Et une fois qu'on commence à accepter que des médecins se sentent obligés d'offrir une solution à des souffrances, qu'on trouve aussi des situations où des personnes souffrent, pas nécessairement pas seulement par leur maladie, mais par les contextes sociaux dans lesquels ils se trouvent. Et on a déjà eu explicitement des cas où des personnes disent explicitement qu'ils aimeraient continuer de vivre, mais que leurs conditions socio-économiques sont telles qu'ils ne voient pas d'autre option que de demander de se faire mettre fin à la vie. Alors ça, c'est extrêmement inquiétant. Est-ce qu'il y a des exemples dernièrement qui vous ont marqué ? Je dirais il n'y a pas un mois qu'on n'a pas de cas qui, selon moi, sont assez troublants. Le mois passé, par exemple, ou il y a quelques semaines, un père est allé en cours pour essayer de faire suspendre la décision de euthanasier sa fille de 27 ans qui vit avec lui, elle vit encore parce que le cour a accepté une injonction temporaire, mais de mettre une injonction temporaire, mais ça montre un peu les dilemmes. Je dois ajouter que cette fille
souffrent selon le père d'autisme. Alors on voit des cas de personnes vulnérables qui souffrent de conditions qui peuvent être adressées normalement par des interventions socio-économiques et psychologiques, mais où la personne perçoit la possibilité d'avoir le support par le système médical à mettre fin à sa vie, où la personne perçoit ça comme une solution à la souffrance. Et le fait que des médecins soient impliqués là-dedans, mon inquiétude, c'est que certains médecins, ce n'est pas la majorité, mais certains médecins qui sont très actifs dans le contexte de l'aide médicale à mourir, commencent à percevoir ça comme une forme de satisfaction de pouvoir soulever la souffrance où avant, ils auraient peut-être dû prendre du temps. Ils auraient dû dire que mettre fin à la vie de la personne n'est pas une solution et qu'il y a d'autres mesures et que peut-être que ce n'est pas la médecine qui peut leur aider, mais le système socio-économique qui doit intervenir pour faciliter la vie en dignité de ces personnes. Et est-ce que votre inquiétude est entendue au Canada? Est-ce qu'elle a un écho? Oui, on a certainement vu une polarisation dans le contexte canadien, dans le débat politique. On a très vite traité les gens qui invoquaient des inquiétudes ou qui exprimaient des inquiétudes comme étant nécessairement conservateurs, nécessairement motivés seulement par des raisons religieuses, même si on disait ceci est une question de justice sociale et des droits de l'homme. La protection de la vie, c'est quand même encore un droit de l'homme qui est universellement reconnu. Alors, pendant longtemps, on a eu des problèmes à faire entendre une approche critique qui focusait aussi sur la justice sociale. Mais dernièrement, on a au moins pu arrêter une expansion plus large parce que la loi prévoyait qu'on allait permettre l'aide médicale à mourir aussi pour des seules raisons de maladies psychiatriques. Et en mars de cette année, alors il y a un mois, le Parlement a quand même décidé de suspendre pour un autre 3 ans l'introduction de cet élargissement de la loi. Et la raison pour laquelle elle a décidé ça, c'est clairement aussi parce que beaucoup de personnes travaillant dans le domaine de la santé, surtout de la santé mentale, mais le domaine de la santé en général aussi, se sont exprimés contre un élargissement et ont demandé qu'on commence à regarder l'impact de l'aide médicale à mourir et l'extension de l'aide médicale à mourir et les raisons socio-économiques qui peuvent certainement contribuer à la demande pour l'aide médicale à mourir. Et je pense qu'il y a une réalisation que le fait que le Canada est devenu le champion mondial, si on peut dire, de l'aide médicale à mourir, pose des questions sur pourquoi tant de gens sentent le besoin de dire « je souffre si intolérablement que je veux qu'on mette fin à ma vie, même si les personnes ont encore des mois ou certainement dans beaucoup de cas encore des années à vivre ». Merci professeur Trudeau-Lehmens, on arrive déjà au bout de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation sur KTO Radio depuis le Canada. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur en droit et politique de la santé à l'Université de Toronto. Bonne journée à vous. Merci.